En janvier 2026, la publication des documents judiciaires américains connus sous le nom de fichier Epstein fait l'effet d'un séisme discret dans la presse française. 673 fois. C'est le nombre de fois où le nom de Jack Lang apparaît dans ces documents. Le nom de sa fille Caroline apparaît encore plus fréquemment dans ces mêmes documents, notamment en lien avec la société offshore Britannique et d'autres échanges financiers. Bonjour à toutes et à tous. Ce dossier, nous allons l'ouvrir complètement. Pas pour instruire un procès d'opinion, pas pour alimenter le flux des polémiques, mais pour cartographier avec précision ce que ces documents révèlent, ce que les enquêtes judiciaires ont établi, et ce que la défense de Jack Lang tient encore debout, ou ne tient plus. À l'issue de cette vidéo, vous aurez une maîtrise complète du dossier. Vous saurez qui sont les acteurs, quels sont les mécanismes financiers en cause, où se situent les lignes de fracture. Et pourquoi cette affaire dépasse largement la trajectoire d'un homme. Nous allons procéder dans l'ordre. D'abord le contexte. Qui est Jack Lang? Quelle est la chronologie des faits fondateurs? Ensuite, les acteurs et leurs positions. Puis, les enjeux réels, les contradictions documentées, les lignes de facture. Et enfin, ce que tout cela produit concrètement, sur le plan judiciaire, sur le plan politique, sur le plan systémique. La question centrale que ce dossier pose est la suivante. La défense de Jack Lang, fondée sur une naïveté revendiquée, est-elle tenable face à la matérialité des flux financiers et des sollicitations politiques documentées dans les fichiers Epstein? C'est cette question que nous allons instruire et à laquelle nous tenterons de répondre aussi précisément que les faits disponibles le permettent. Avant d'aller plus loin, si ce type d'analyse vous est utile, si vous cherchez un déchiffrage rigoureux et factuel des dossiers qui structurent l'actualité, abonnez-vous à cette chaîne. Cela ne prend qu'un court instant et c'est ce qui permet ce travail de recherche de continuer. Comprendre le monde qui nous entoure n'est pas un luxe. Posons le contexte. Jack Lang est né en 1939. Il est l'une des figures les plus reconnaissables de la vie culturelle et politique française. Ministre de la Culture sous François Mitterrand, il est notamment associé à la Fête de la musique et à la loi sur le prix unique du livre, promulguée en 1981. Il a ensuite présidé l'Institut du monde arabe, une institution culturelle parisienne de premier plan, jusqu'en février 2026. Sa trajectoire est indissociable d'un certain milieu, celui des grandes fortunes philanthropiques, des financeurs de projets culturels, des mécènes internationaux qui gravitent autour des institutions parisiennes. C'est dans ce milieu que s'inscrit la rencontre avec Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein est un financier américain condamné une première fois en 2008 pour sollicitation de prostitution impliquant une mineure. Cette condamnation est publique. Elle fait l'objet d'une couverture médiatique, y compris dans la presse française. Des titres comme Le Point et Le Figaro en parlent dès 2011, selon les sources disponibles. Epstein se revendique mécène, homme de culture, ami des intellectuels. Il mourra en août 2019 dans sa cellule de la prison fédérale de New York, dans des circonstances officiellement classées comme suicide. Il faut s'arrêter un instant sur cette condamnation de 2008. Elle n'est pas un détail. Elle est publique, documentée et relayée par la presse internationale. C'est sur ce fond que les relations entre la famille Lang et Epstein vont se nouer, se développer et se structurer financièrement pendant 7 ans. C'est ce hiatus entre la réalité judiciaire d'Epstein et la poursuite de la relation qui constitue le nœud central du dossier. Les relations entre Jack Lang, sa fille Caroline et Jeffrey Epstein sont établies entre 2012 et 2019. Le point de contact initial, selon les Lang eux-mêmes, est le cinéaste Woody Allen, présenté comme le garant de la respectabilité d'Epstein. En 2014, des courriels documentés montrent Caroline Lang proposer à Epstein de faciliter des rencontres avec le ministre des Finances, Michel Sapin, ou avec Dominique Strauss-Kahn via son père Jack Lang. Ces courriels sont établis par les documents judiciaires américains. En 2016, une société est créée aux îles Vierges américaines, à Saint-Thomas. Elle s'appelle Britannique, constituée sous forme de société à responsabilité limitée selon le droit américain. Elle est détenue à 50% par Jeffrey Epstein et à 50% par Caroline Lang.
les comptes de cette société sont crédités d'1,4 million par Epstein. En 2018, Epstein finance un documentaire hagiographique sur Jack Lang à hauteur de plus de 50 000 euros. Jack Lang affirme que ce financement était minoritaire. Un testament d'Epstein, rédigé peu avant sa mort, prévoit un legs de 5 millions de dollars à Caroline Lang, selon les documents et enquêtes consultés. Caroline Lang affirme n'avoir découvert l'existence de ce testament qu'en 2026. Sur la même période, entre 2013 et 2018, Jack Lang reçoit pour près de 500 000 euros de costumes de la maison Smalto non déclarés, faisant l'objet d'une enquête pour abus de biens sociaux. Le 30 janvier 2026, les fichiers Epstein sont publiés. Le 6 février, le Parquet national financier, juridiction spécialisée dans les affaires économiques et financières complexes, ouvre une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée visant Jack et Caroline Lang. Le 9 février, Jack Lang démissionne de la présidence de l'Institut du monde arabe. Voilà le contexte posé. Arrêtons-nous un instant. Avant d'entrer dans les acteurs et les positions, il faut souligner quelque chose de structurel dans cette affaire. Ce dossier ne surgit pas de nulle part. Il s'inscrit dans une séquence plus longue, qui commence en réalité en 1977. Cette année-là, Jack Lang signe une pétition publiée dans le journal Le Monde. Cette pétition demande la dépénalisation de relations sexuelles entre adultes et mineurs de moins de 15 ans. Lang n'est pas le seul signataire. D'autres intellectuels et figures publiques l'ont également signé. Mais ce fait, aujourd'hui établi et documenté, est l'un des éléments que ces détracteurs convoquent pour construire un tableau d'ensemble. Ce n'est pas au script de tirer les conclusions que les faits ne permettent pas d'établir formellement. Mais c'est un élément du dossier que les sources mentionnent explicitement et qui appartient donc à la cartographie complète de ce que vous devez maîtriser. Entrons maintenant dans les acteurs. Jack Lang, d'abord. Sa position publique depuis la publication des fichiers Epstein est constante. Il dit assumer pleinement ses liens avec Epstein, des liens qu'il présente comme relevant d'une relation culturelle et courtoise avec un mécène que rien, dit-il, ne laissait soupçonner d'être un criminel. Il se décrit comme blanc comme neige. Il affirme n'avoir présenté Epstein à aucun homme politique. Il dit avoir découvert la face sombre d'Epstein en même temps que le grand public. Et concernant certains courriels dont il est question, il dit simplement les avoir oubliés. Cette position est mise sous pression par plusieurs éléments documentaires. Les courriels de 2014, dans lesquels sa fille Caroline propose à Epstein des rencontres avec Michel Sapin et Dominique Strauss-Kahn via son père, contredisent directement la déclaration de n'avoir présenté Epstein à aucun politique. L'existence de la société Prytanée, la structure offshore créée aux îles Vierges américaines avec Epstein, contredit la thèse d'une relation superficielle. Et le legs testamentaire de 5 millions de dollars au bénéfice de Caroline Lang contredit la description d'une relation purement bénévole et culturelle. Lorsque confronté à ces documents par le journaliste Tristan Walex dans l'émission Complément d'enquête, une émission d'investigation diffusée sur France 2, Jack Lang qualifie certaines questions de poubelle ou de stupidité. Il passe d'une posture de défense culturelle à une posture de victimisation, dénonçant ce qu'il appelle la calomnie. Faisons une pause sur la figure de Jack Lang lui-même, parce qu'elle est centrale à la compréhension de ce dossier. Ce qui frappe dans ses interventions publiques, c'est le décalage entre l'image qu'il projette et la réalité des documents. Voici un homme dont la longévité politique est exceptionnelle. Il a côtoyé François Mitterrand pendant des années, celui que beaucoup décrivent comme l'homme le mieux informé de France. Il a navigué au sommet de l'État pendant 4 décennies, et il se présente aujourd'hui comme un pauvre naïf, incapable de percevoir les signaux d'alarme que la presse française relayait pourtant depuis 2011. Cette tension entre l'expérience revendiquée et la naïveté invoquée est peut-être l'élément le plus révélateur du dossier. Pas parce qu'elle établit une culpabilité, ce n'est pas le rôle de ce script, mais parce qu'elle illustre la logique d'un système
où le prestige personnel fonctionne comme un bouclier, y compris face aux questions les plus factuelles. Caroline Land ensuite. Elle est productrice. Elle est le point de contact financier central entre la famille Lang et Epstein. C'est elle qui codétenait la société Prytanée. C'est elle qui apparaît dans le testament. Et c'est elle qui, selon les sources, était informée de la condamnation d'Epstein dès 2015, sans, dit-elle, en avoir parlé à son père. Cette distinction est importante. Si Caroline Lang savait, et si elle était le lien opérationnel avec Epstein, deux lectures sont possibles. Soit Jack Lang était effectivement tenu à l'écart par sa fille, ce qui pourrait partiellement soutenir sa thèse de naïveté, soit cette distinction est une construction de défense destinée à compartimenter les responsabilités. Ce que les faits seuls permettent d'établir à ce stade, c'est que Caroline Lang avait connaissance de la condamnation d'Epstein et que les liens financiers passaient en grande partie par elle. Jeffrey Epstein, lui, est mort.